13 juin 1999, Rilly-sur-Loire, Loir-et-Cher. Mise en examen Le laboratoire CAR de Bordeaux André Faure a donné est un alors regard à la consignement à la justice. Après 5 heures Des larmes aux yeux lorsque ses filles racontent comment CAR leur de père Bordeaux les a a donné un regard à la justice. Confirmé 4 ans plus tard. Ce jour-là, un jeune pêcheur profite des premiers rayons de soleil de l'été sur la Loire. Mais quelque chose trouble la tranquillité du décor. Sur la rive, des sacs plastiques et des morceaux de corps humain. Choqué, le pêcheur alerte les gendarmes. Les constatations se font assez rapidement et c'est en fait effectivement le corps d'une jeune femme qui a été démembré. Il y a le tronc, la tête, 2 bras, 2 jambes, un sein. Le second a dû être emporté par le courant, on ne le retrouvera jamais. Le corps est complet, si ce n'est qu'il manque l'utérus. Le corps a été mutilé post-mortem avant sa mise à l'eau. Face à un meurtre d'une telle sauvagerie, la gendarmerie déploie d'importants moyens. Le secteur est quadrillé. Des rapprochements sont faits avec 2 crimes commis à Perpignan, 2 jeunes femmes, elles aussi dépecées. Bien entendu, tout le monde a peur de se retrouver devant ce qu'il est convenu d'appeler un serial killer. Néanmoins, aucun élément ne nous permet de privilégier cette thèse. L'urgence pour les enquêteurs est d'identifier la victime. Le 21 juin, un appel à témoins est lancé. Âgée d'une trentaine d'années, la femme porte 2 tatouages, un rapace sur l'omoplate droite et un papillon sur la poitrine. Après l'appel à témoins lancé lundi dans la presse, les enquêteurs ont reçu une série d'appels leur permettant d'identifier presque formellement la victime. Celle que les journalistes surnomment alors la femme au papillon a désormais un nom. Frédérique Caille, née à Genève en 1972, mère de 2 enfants. Arrivée de Bordeaux, elle vivait à Tours depuis 1 mois seulement. Frédérique Caille habitait ici, au 26 de la rue Grécourt, dans une chambre située juste au-dessus d'une entreprise de peinture. Seuls quelques voisins l'ont croisée à 1 ou 2 reprises. Ils parlent d'une belle et grande jeune fille, bien vêtue, sans pouvoir apporter davantage de précision. Pour gagner sa vie, Frédérique Caille s'adonne à la prostitution, sur le terrain, dans le secteur de la gare. C'est le hasard de la vie qui l'a conduit là. C'est une brave fille et ses parents, elle s'est quand même éloignée d'eux depuis assez longtemps. Ils ne sont pas du tout au courant de sa vie. Elle a un peu honte vis-à-vis de ses parents, de son activité, du métier qu'elle fait. Qui en voulait à Frédérique Caille au point de la tuer ? Est-ce un règlement de compte du milieu, le meurtre d'un amant ou le crime d'un tueur en série ? Elle est morte d'un coup de fusil de chasse, tiré dans la tête, mais d'une façon qui est intéressante puisqu'il a été tiré verticalement. Ce qui nous amène à penser qu'elle était couchée au moment où le coup est parti. Les prostituées, une fois leur affaire faite, évidemment, ne dorment pas avec leurs clients. C'est donc, a priori, on doit s'intéresser à quelqu'un qui est dans son entourage proche. Les enquêteurs reconstituent l'emploi du temps de Frédérique Caille. Quelques heures avant sa mort, la jeune femme appelle une amie. Elle téléphone depuis une cabine. Elle évoque avec cette amie le fait qu'elle a rendez-vous avec Michel, on va l'appeler Michel. Elle papote, elle parle un peu, puis à un moment donné, elle voit arriver sa voiture et elle dit « Tiens, le voilà ». Mais la conversation dure assez longtemps, donc ce « tiens, le voilà » ne fait pas suite immédiatement au fait que « tiens, j'ai rendez-vous avec Michel, le voilà ». Elle parle d'autre chose et à un moment, elle dit « je te quitte, le voilà ». Elle raccroche. On la revoit jamais. Ce soir-là, Frédérique Caille se rend à Montlouis-sur-Loire. Accompagnée d'un homme, elle dîne dans un restaurant de la ville. Ce sera son dernier repas. On a des gens qui ont donné des faux noms pour réserver la table, qui ont payé en liquide. Et on a une noce qui se déroule dans cette auberge. Les gens filment, on voit Frédérique qui est assise à table et la caméra repart dans l'autre sens. On ne voit jamais la personne, on ne voit jamais l'homme qui l'accompagne. 2 suspects attirent alors l'attention. Un homme d'une trentaine d'années qui est rapidement mis hors de cause et un autre de 60 ans qui travaille au Gaz de France. Il habite à Château-Renaud, il est chasseur
et il est devenu l'amant de Frédéric. Pour le confondre, les gendarmes font appel à un profileur. La façon dont le corps est dispersé, il est dans une zone de confiance. Notre suspect a chassé sur les lieux. Et puis, c'est quelqu'un qui a tourné la page. Après, il a réglé, en tuant cette personne, il a réglé une affaire qui devait se terminer ce jour-là. Pourtant, le suspect s'inquiète ou fait mine de s'inquiéter. Après la disparition de Frédéric, il lui envoie plusieurs SMS. « Où es-tu ? Rappelle-moi » Mais fait étrange, alors que le corps n'est pas encore découvert, il annule la commande d'une voiture qu'il devait offrir à Frédéric. Une hypothèse émerge, l'homme aurait pu se retrouver coincé avec une maîtresse devenue encombrante. J'ai toujours pensé qu'elle était enceinte, qu'il y avait donc un fœtus, et que le fœtus, par l'ADN, on en fait déjà en 99, on sait faire, nous aurait emmenés vers le père de l'enfant. Mais l'utérus de la victime a disparu. Les enquêteurs ne disposent d'aucune trace ADN, le suspect nie en bloc. Plus de 20 ans après la mort de la femme au papillon, les chances d'établir la vérité sont minces. Sans rebondissement, la justice classera définitivement le dossier en 2036.